Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir un rayon de soleil en la personne de Mathilde Arnaud. Mathilde que j'ai rencontrée via mon programme de coaching, donc programme Coach en mission, qui est organisé par Lingensia, que vous avez pu découvrir sur l'épisode numéro 10. Et donc Mathilde, je te laisse te présenter un petit peu mieux que ça. Super, merci Cécile. Bah déjà, bonjour à tous. Très, 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 très contente d'être là. Je sens qu'on va passer un chouette moment ensemble, donc c'est trop cool. Donc moi, c'est Mathilde, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne et d'un point de vue professionnel, du coup, je suis coach de vie. Et effectivement, Cécile, on s'est rencontrés dans le cadre du programme Coach en Mission, où du coup, j'ai la joie et la gratitude de pouvoir aussi te coacher et t'aider à avancer dans toutes les actions que tu mènes du coup pour ta communauté. Est-ce que tu veux, nous donner un peu d'informations sur ton parcours, ce que tu as fait comme études, comment tu es arrivée à être coach de vie? Parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on se dit forcément quand on est à l'école, dire: «Ah tiens, je vais être coach de vie». Ah non, carrément, carrément. Il y a eu pas mal d'embûches quand même sur ce parcours. Alors moi, j'ai fait des études, en école de commerce, hein. Mais avant de passer par la case école de commerce, j'ai fait alors à l'époque, ça s'appelait STG, donc sciences techniques de gestion. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle encore STMG, je sais plus. Je Et saurais du pas te coup, dire, elle je n'ai ouais. pas suivi et j'ai limite 20 ans de plus que toi, donc moi ça s'appelait pas comme ça non plus. Donc même STG, je sais pas ce que Voilà, c'est. mais je crois que c'était STT, peut-être pour toi. Un truc bref, tertiaire, gestion, bref, C'était entreprise. G, Ah, je c'était pense. G. Ah oui, Ouais. oui, oui, oui. J'étais la Bah, voilà. dernière année où il y avait encore, G. A, B, C, D, E Ah et ouais, G. ouais. OK. Donc du coup, moi j'ai fait du coup mon cursus, au lycée dans cette filière-là et très tôt j'avais ce truc de mais en fait ça m'intéresse pas d'aller en L, en S, et ces trucs, génériques en fait, c'est voilà, ça m'intéressait pas du tout. Mais en fait quand j'étais en cursus, technique, j'avais toujours cette petite voix de me dire: «Ouais, mais en fait, c'est sympa», mais tous les métiers autour de la communication, des ressources humaines, c'était ça qui m'intéressait le plus et au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir les métiers autour de la psychologie et je me suis dit: «Tiens, voilà, moi j'ai trouvé, j'ai envie d'être psychologue du travail». Donc là, Mathilde, quasiment 17 ans, je veux être psychologue du travail et cetera et cetera. Mon père qui me regarde, qui me dit: «Ah bon? Pourquoi? Mais qu'est-ce que Mais c'est que pourquoi ça? tu veux faire ça? Mais non, mais pas du tout, c'était pas le plan» et cetera et cetera. Et en fait, du coup, en arrivant en terminale, là, bah, j'ai eu l'opportunité, c'était soit d'aller du coup en fac de psycho, soit du coup de rejoindre une classe préparatoire pour entrer dans des grandes écoles de commerce, notamment parisiennes. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai fait le choix finalement d'aller, en école de co en classe prépa, parce que, bah, en fait, poussée par les professeurs, parce que j'avais de très, très bonnes notes, poussée par le côté: «Bah, voilà, mais non, mais c'est l'élite, ça va permettre, tu vois, ça va t'ouvrir encore plus de portes» et cetera. Donc, bah, à ce moment-là, j'avais pas encore trop d'affirmation quand même de moi, hein, clairement pas. C'était d'ailleurs mon ingrédient manquant dans ma recette, hein. Donc du coup, bah, moi, j'écoutais. «Ah, vous dites que c'est mieux? Bon, bah, oui. Oh oui, mais j'aimerais bien faire psycho. Oui, bon, bah, OK, d'accord. Vous avez raison, je vais suivre votre avis» et donc je suis l'avis à ce moment-là, poussée, j'ai pas forcément le parcours, tu vois, de certaines personnes qui peuvent dire: «J'ai été poussée par mes parents à absolument faire ça». Non, je me suis toujours sentie assez libre de mes choix, justement. Ma mère me disait toujours d'ailleurs, tu bosses à l'école pour avoir le choix justement. Mmh mh. Avoir le choix du coup de choisir ce que tu veux faire, choisir tes études, choisir d'aller, de pas aller. Et donc, me voilà partie en classe prépa avec toujours cette petite voix de la psycho où je me dis: «Mathilde, t'inquiète, là on leur a fait plaisir, encore une fois, mais si vraiment ça te parle et si vraiment c'est un truc que tu veux faire, ça reviendra et confiance». Me voilà partie en classe prépa pendant 2 ans, à la fois meilleures années de ma vie et pires années de ma vie, parce que je sais pas si, vous avez des gens qui ont fait des classes prépa autour de vous. Généralement, ces 2 ans, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas ces personnes qui sont en prépa parce que, bah, voilà, on bosse, on bosse, on bosse, donc un rythme vraiment d'acharné. Et puis passent les concours, qui arrivent et puis du coup, mes résultats me permettent d'intégrer, l'ESCP Europe, l'ESCP Business School qui est, une des top 3 en fait écoles du coup de commerce parisiennes. Et là, c'est un peu le drame. C'est un peu le drame pour moi, parce que je me dis: «Mais en fait, la prépa autant c'était hyper intense, c'était enrichissant, j'apprenais plein de choses». Puis j'arrive en école de commerce et en fait, je me dis: «Mais pourquoi je suis là en fait?»
parce que à part avoir un nom sur mon CV qui va me permettre du coup de bien m'en sortir dans la vie, c'était la promesse d'ailleurs, hein, et d'avoir du coup contracté un prêt étudiant relativement élevé, je de me demandais, OK, et je voyais ma flamme un peu de j'ai toujours aimé l'école, tu vois? Et ma flamme d'apprentissage qui commençait petit à petit à être là. Bon, bah, on est là, mais on n'a pas trop envie d'être là et de l'autre côté, on est là pour faire quoi? Bon, bah, OK, on Mmh. avance, mais je me posais pas trop de questions. Mais j'avais quand même cette petite voix, tu vois, de la psycho qui revenait, qui revenait. Et puis après, tu vois, au sein de ce parcours-là en école de commerce, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le même discours par rapport à l'école de commerce et encore une fois, je tape pas du tout sur ces enseignements parce qu'ils m'ont permis, je pense aussi, de m'en sortir quand même bien aujourd'hui, dans le métier de coaching et peut-être j'y reviendrai après, tu vois, sur le lien. Mais j'ai eu l'occasion de découvrir du coup les métiers plus, de coaching dans le cadre de l'école de commerce. Parce qu'on avait de temps en temps des petits accompagnements en mode voilà, pour trouver ce pourquoi on est vraiment fait, comprendre nos qualités et cetera, et en fait, là où tous les étudiants étaient blasés, avaient pas envie d'y être, moi j'étais mais alors, je buvais les Le kiff. paroles, le kiff absolu, c'est ça, en mode, mon Dieu, mais pourquoi on n'a qu'1 heure dans l'année de ça? Comment c'est possible? Je me disais: «C'est génial, c'est génial». On est là, on se fait motiver et tout ça et je sais pas, ça m'attirait grandement. Mais je me disais: «Oui, non, mais Mathilde, tu vois bien que les coachs là qui étaient là», ça a été une grosse croyance limitante que j'ai très, très vite du coup dû débloquer vu mon âge du coup aujourd'hui, et c'était de me dire: «Non, mais ça, tu pourras le faire qu'une fois que tu auras fait 30 ans, dans une boîte en fait, classique». Ça fait loin, Ça fait loin, ça fait loin. Alors qu'on en revient à la petite Mathilde de 16 ans qui était en mode: «Ah oui, la psycho, c'est génial et cetera», hein. Mmh mh. le côté humain. Et en fait, bon, tout ça, c'est un petit peu venu parce qu'en troisième, durant un stage d'observation, j'ai intégré un groupe pendant un stage d'observation d'une semaine, et alors le constat que j'ai qui m'a frappé en fait, auquel je ne m'y attendais pas, c'était de voir des gens malheureux au boulot, de voir des gens qui allaient bosser, mais en fait qui étaient, dégoûtés d'être là. Et je me suis dit: «Mon Dieu, mais c'est ça qui nous attend? Mais pourquoi est-ce qu'on se contente d'un job où on n'est pas bien? Je comprends pas, je Hein. comprends pas». Tu vois? Donc tout ça, ça faisait un petit peu l'idée de pourquoi j'avais envie d'aller vers ces métiers-là. Ouais. Et puis du coup, bah, j'ai fait l'école de co, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit: «Bah, ça sera plus tard. OK, ça sera en deuxième partie de carrière, donc bah, pour le moment, bah, voilà, tu vas continuer, tu vas être dans les RH parce que ressources humaines, ça se rapproche un peu», donc j'ai pris des petits cours par-ci par-là et tout. Et puis en plus, je me souviens, j'avais une discussion avec une psychologue, du travail qui m'avait dit, qui elle, du coup, d'ailleurs, tapait sur la tête des coachs en disant: «Non, c'est pas un vrai métier, c'est n'importe quoi» et cetera. Et puis j'avais eu à l'inverse, du coup, une coach, qui elle disait plutôt: «Oui, non, non, mais rêvez pas, hein, c'est bouché comme métier et puis de toute façon, il faut avoir fait déjà 20-30 ans, en fait, de carrière en RH avant de pouvoir y être». Bon, OK. ça donne pas trop de visibilité. Avec ces 2 versions, on se dit: «Comment on fait, quoi?» Et donc chemin faisant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon école de commerce, je suis rentrée dans une super boîte où je me suis éclatée pendant 3 ans. J'ai fait stage, voilà, stage de césure et cetera. Je suis très vite montée dans la boîte, j'ai eu un poste du coup de responsable. Mais en fait, ce qui m'animait dans cette boîte, c'était justement que c'était une boîte qui bossait autour de thématiques vraiment RH, qui allait sensibiliser les collaborateurs et les managers en utilisant le théâtre comme outil pédagogique. Ah Donc il y génial. avait ce côté, tu vois, RH et cetera. On venait et puis on sensibilisait autour du management d'équipe, autour de la gestion de conflits, autour de la diversité, du handicap au travail et tout. Et du coup, je m'éclatais et je bossais du coup en tant que responsable communication dans cette boîte-là. Puis après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le covid qui est passé aussi par là, et puis à ce moment-là, il y a eu quand même pas mal de changements dans la boîte. Moi, je commençais à en avoir marre parce que j'avais pas assez d'autonomie. On te disait: «Tu es responsable, mais pas trop non plus». Voilà, c'était un peu, blanc, noir et je savais pas trop sur quel pied danser. Puis surcharge de boulot, quoi. Mmh mh. J'ai accumulé parce que, bah, je voulais être parfaite et je pense qu'on y reviendra. La collègue parfaite, l'employé modèle. Moi, je voulais limite, tu sais, comme on peut voir des fois dans des films, être vraiment l'employé du mois, quoi. Ouais, avoir C'est ton mon award. objectif. C'est ça, avoir mon award, ma petite médaille, une petite cérémonie, tout va bien. C'est carrément on y va à fond, tu sais? Et puis, en fait, à ce moment-là, bah, je me suis dit: «Bon, bah, comme ça va un peu moins bien au boulot, je vais me lancer dans la psycho, du coup, à côté». Et donc c'est là où je me suis inscrite en fac de psycho à distance.
sur, la première année et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 mois, bah, j'ai quitté mon job, burn-out, épuisement professionnel, à 25 ans seulement. Donc bon, tu te dis quand même, Ouais. on est bien parti. C'est un Mmh. peu lourd quand même de commencer sa vie pro avec ça. Hem et puis après, bah, du coup, j'ai eu le chômage et là, j'ai eu la question à me poser: «Mathilde, tu fais quoi là?» L'idée de reprendre un CDI me tiraillait le ventre, tu vois? D'avance, j'étais, en mode: «Mon Dieu, ne m'en parlez pas» et je me suis dit: «Bah, est-ce que c'est pas le moment de t'autoriser à voir ce qui pourrait être fait là? C'est quoi là exactement là, cette histoire de coaching?» et si tu t'autorisais juste tu te renseignes, juste Mmh. ça et au pire tu au pire si ça marche pas, c'est vrai que pour le coup, avec les diplômes que j'avais, j'ai toujours eu la confiance dans le fait que quoi qu'il m'arrive, je sais que je retrouverai quelque chose facilement. Et Ouais. donc me voilà partie dans le coaching, mais au début pas de vie, au début coaching scolaire, parce que je me disais que je ne pouvais aider que ceux qui étaient en dessous de moi en termes de, d'âge notamment, de niveau et tout ça. Donc non, non, je peux qu'aider les étudiants. Moi, j'ai commencé comme ça. Bon, ça a duré 2 mois, j'ai cassé mes croyances limitantes en faisant accompagner et j'ai compris que je pouvais aider sur d'autres sujets, des sujets qui me tiennent beaucoup plus à cœur et dont on parlera certainement après. Voilà. D'accord. Ouais, sacré parcours. En fait, tu as eu des prises de conscience, je dirais très précoces parce que ben, Ouais. je compare par rapport à moi. À Finalement, fond. tu as eu ce besoin de sens, cette quête de sens qui est venue très, très tôt, je trouve. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, il y a 1 an, donc je me suis dit: «Non, en fait là, j'ai Mmh. fait ce que j'avais à faire dans le monde du business maintenant, moi, enrichir les actionnaires ou ce genre de trucs, ça me nourrit pas, quoi. C'est, Ouais. j'y crois plus, j'ai pas envie. J'ai envie de contribuer autrement. Mais bon, voilà, j'ai 47 ans donc c'est et Ouais. après du coup, bah, d'un côté, je pense que c'est quand même une chance d'avoir eu cette prise de conscience-là assez tôt, parce que ça t'a permis de faire, ce que tu avais vraiment envie. Et tu t'es rendu compte, dès que tu as commencé le coaching, que c'était ça ta vocation ou ça a demandé un peu de Ouais. temps pour confirmer? Non, franchement, je j'ai senti tout de suite que c'était, c'était facile pour moi, en fait et d'ailleurs, ça me fait penser que, bah, souvent, on se dit que non, en fait, le boulot, on est censé tu vois, c'est censé être dur aussi. Ouais. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on est en train de bosser, quoi. Si tu bosses et que c'est dur, bon, bah, voilà, tu es en train de progresser et tout ça et en fait, j'ai compris que, bah, pas forcément, en fait. Un boulot où c'est facile pour toi, ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être que justement, tu as des aptitudes qui te permettent de le faire plus, en fait, plus aisément et donc très vite, ça s'est confirmé, tu vois? Après pour revenir sur ce que tu disais, il y a une question de génération, je pense et puis il y a une question de moi, je sais que j'ai eu la chance et j'ai la chance d'avoir une mère, heu, hyper ouverte et qui surtout m'a transmis très vite ce besoin de sens. Elle, tu vois, elle a changé de boulot plein de fois. Dès que ça lui plaisait plus, hop, elle bougeait. Donc j'ai eu ce modèle-là et à contrario, mon père qui lui était fonctionnaire, qui là avait plus ce côté: «Je reste dans la boîte jusqu'au bout» Ouais. et ma mère qui était plus en mode: «Non, non, si ça me plaît plus, hop, on bouge» et donc Mmh mh. cette autorisation, tu vois, à bouger et aller vraiment chercher un épanouissement via le travail, j'ai très vite enfin, je me suis très vite rendu compte que c'était une valeur forte pour moi, la valeur travail, tu vois? En mode Ouais. m'épanouir via le travail, c'est pas une option, quoi. Mmh Donc mh. ouais, il y avait ce côté-là. Ouais, tu as raison, ça doit influencer parce que, moi, ma mère, c'était plutôt comme ton père, donc ma mère était prof et puis c'était une battante, tu vois? La meuf, Ouais. performante, Ouais, quoi. Celle qui la ouais, ouais. invincible, c'est qui elle va tout éclater, quoi et donc je pense qu'elle m'a donné ce goût de la performance, pas du tout de Ouais. la compétition, mais de la performance et de dire: «Bah, tu repousses tes limites, tu vas chercher à progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps». Le goût de l'effort, j'ai mis du temps à l'acquérir parce que, bah, j'étais plutôt douée à l'école, donc j'ai pas eu besoin de forcer pour être bien placée. Puis après, j'ai découvert il y a pas si longtemps qu'en fait, j'avais probablement une limite de type, peur de briller ou peur d'éclipser les autres Mmh. et que du coup, la seconde place me convenait mieux parce qu'au moins je prenais pas le risque de faire de l'ombre à qui que ce soit. Mais c'est aussi lié à mon éducation, parce que c'est vrai que ma mère, tu avais pas le droit de te vanter, quoi, tu vois? Se vanter, c'est mal Ouais, c'était et fort, du coup, quoi. faire la différence entre objectivement dire: «Bah, je suis douée pour ça» ou «Je suis bonne là-dedans», voire «Je Ouais, suis la meilleure», parce que ça peut arriver et se ouais. vanter, c'est pas facile, tu vois? C'est hyper dur.
Ouais et donc du Complètement. coup, pour moi, c'était ouais, plus, tu t'accroches et ma mère, toute mon enfance, m'a dit: «Non, tu as commencé, tu finis». Tu vois? Tu as commencé un truc, tu le finis. Mmh. Donc c'est Ouais. tu vois? C'est pas du tout la même démarche et du coup, ben, le fait de changer après, ça veut pas dire dans ma carrière professionnelle, à chaque fois que j'ai dit: «Ouais, j'ai un autre projet, j'envisage de changer», elle m'a toujours soutenue, elle m'a jamais, dit: «Ah non, ça fait peur» ou «Tu as imaginé les risques» ou quoi que ce soit. Elle a toujours, et même à ma grande surprise, tu vois? Elle m'a toujours dit: «Ah super ton projet, vas-y quoi». À ta Donc grande top. surprise. Mais tu Ouais. vois, c'était, vraiment dans la culture de la performance et du limite, ouais, c'est normal que tu en chies un peu des fois. Ça reste un travail, Mmh. quoi, Ouais. tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Mais je C'est pense que associé au travail. collectivement, on a cette croyance-là de dire que le travail, forcément, ça doit être un peu pénible et ça doit être des Oui, c'est contraintes ça. et du coup, tu culpabilises presque quand tu prends plaisir à travailler. Mais oui, mais totalement et je pense que ceux qui nous écoutent sont en train de hocher la tête également. Mais oui, mais oui. Non, mais Mais grave. oui, mais bon sang! Mais merci de le dire. Non, mais complètement, cette difficulté liée au travail, le coût de l'effort et cetera. Parce que ça veut dire que si tu fais tout ça, tu es un battant, tu es une battante, Ouais, tu as du mérite du coup et si tu fais pas ça, bah non, en fait, tu es dans ta zone de confort limite, quoi. ouais. Alors que finalement, tu peux je pense qu'être dans quelque chose, être dans une zone où tu, as des aptitudes particulières, c'est pas forcément être dans ta zone de confort. Moi, je trouve que c'est plus être dans ta zone d'excellence ou de génie. Mmh. On va chercher à aller vers la zone de génie et ça demande un effort, mine de Mais c'est rien. ça, mais c'est ça et puis même, il y a d'autres efforts. Il y a le fait d'accepter que c'est peut-être ça ma zone de génie, tu Mmh. vois? Enfin, des fois, c'est pas évident de se dire: Ouais, «Attends, ma zone de génie» parce que zone de génie, des fois, on pourrait se dire: «Ah bah, j'aimerais bien que ma zone de génie, ça soit ça». Parce qu'on va vachement valoriser. Mais au début, moi, je me souviens, hein, quand je me disais: «Mais attends, super, qualité d'écoute, génial». Je me disais: «On peut pas trouver mieux» et je dévalorisais ça vachement. Je me disais: «Oui, non, mais enfin, c'est bon, quoi. Super, ma grande qualité, l'écoute». Enfin, vraiment, je trouvais ça nul, hein mmh mh. et j'ai appris, en fait, à me rendre compte de la qualité vraiment que c'était et Ouais. de la force, du coup, que ça me donnait, Mmh mh. dans, bah, du coup, dans mon métier, quoi. Ouais, ouais, c'est des choses des fois même, après tu es encore jeune, mais c'est des trucs, moi à ton âge, j'aurais jamais imaginé que des feedbacks de gens que j'ai managés, aujourd'hui, ça serait que j'avais une grande qualité d'écoute et d'empathie, tu vois? Ouais. Je pense que c'est pas un truc qu'on m'aurait dit quand j'avais 25 ans, quoi. Mmh. C'est plus orienté objectif, vas-y, je fonce, poum et Ouais. petit à petit, tu apprends à tenir compte aussi des autres, de ton environnement et puis voilà. Mais toi, tu avais cette Ouais. sensibilité dès le départ, donc c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Mais souvent, tu vois, je me suis demandé, puis je me le demande des fois encore, hein, je me dis: «Mais d'où ça te vient ce truc-là?» Parce que même ma mère me l'a dit l'autre fois lors d'une conversation, elle dit: «En fait, tu es dans l'attitude coach tout le temps, en fait». C'est-à-dire que c'est même pas, j'aime pas trop dire, il y a ce côté c'est naturel pour moi, j'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que, il y a cette partie où en fait, dans toutes mes autres relations, j'ai toujours été hyper dans l'observation, hyper à l'écoute, hyper empathique, donc je pense que c'est des trucs qui sont déjà là effectivement. Mais la différence, c'est qu'une fois que je les mets au service du coup d'un client, d'une cliente et dans le cadre d'un accompagnement, bah, ça décuple, tu vois? Mmh mh. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc-là et ce truc-là, il est venu d'où aussi? Bah, il est venu aussi de souffrance et de difficultés, hein, forcément, hein. Parce qu'être tout le temps à l'écoute, c'est avoir peur. Enfin, moi, c'était ça, en fait, tu vois, dans mes relations à l'époque, donc j'avais peur de prendre une place, peur de faire de l'ombre notamment. Moi, j'ai eu souvent des duos là, duos de relations avec, dans la sphère amicale, tu vois? Genre une Ouais. meilleure amie et cetera. J'étais toujours la meilleure amie qui était, la confidente hyper qui prend tout le truc, mais surtout pas visible, tu vois? Donc même quand on sort, tu vois? Même dans la façon de s'habiller, c'était des en mode: «Je suis en retrait», Mmh mh. tu vois? Et l'autre et faire de la lumière sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Donc j'ai très vite, en fait, appris à faire ça pour me protéger d'une façon ou d'une autre, je pense. Ouais. Mmh mh. Et c'est vrai que les amitiés, je pense surtout, quand on est à l'école, tu vois, quand on est ado, c'est quand même assez révélateur de qui on est et Mmh. de nos croyances, nos peurs ou des choses comme ça et puis tu as des espèces de répétitions. Je sais pas si c'est des choses qui te sont arrivées, mais moi j'ai eu, au moins 2 meilleures amies qui avaient en commun le fait d'être, comment dire? Très, possessives par rapport à moi, tu vois?
Et du coup, ben, ouais, moi, j'étais là pour, pareil, écouter leurs confidences, machin, les conseiller, passer des moments où on se marrait, tout ça, avoir des délires, super. Mais si je commençais un peu trop à vivre ma vie ou sortir avec des garçons, machin, bah, là, il y avait comme un problème, quoi. Tu sais, du genre, Ouais. on pouvait pas me Hein? partager, quoi, ou je Oui, pouvais c'est pas ça. aimer tout le monde. On n'a pas le droit. Oui, et Ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. Ça me parle vachement ce que tu dis là. Moi aussi, j'ai eu ça et dans vraiment plusieurs amitiés. Dans mmh mh. plusieurs amitiés, c'était le cas et à chaque fois, ça a mal fini, en tout cas pour moi. Bah, moi aussi. Parce que Ouais. du coup, à un moment, tu te fais reprocher que tu as été égoïste, que ouais, bah, tu vois, là, j'avais besoin de toi et tu étais pas là. Mmh. Bah, en fait, je vivais ma vie, excuse-moi, quoi. Tu vois? Ouais, Et c'est ouais. difficile de trouver un équilibre, quoi, par rapport à ça. Ouais, non, mais complètement. Je te rejoins sur les schémas qui se répètent et qui reviennent. Forcément, on en a tous, hein. Et le domaine amical, on n'en parle pas assez, hein, mais c'est un domaine où il peut y avoir tellement de souffrance, tellement de déceptions et de blessures. Ouais. Mais encore une fois, on ne le calcule pas. On se dit: «Oui, bon, c'est pas si grave que ça». On préfère s'orienter sur, la famille, c'est compliqué ou le couple parce que bon, bah, voilà, il faut être en couple, tout ça. Mais l'amitié, c'est un bourbier, en fait. Mmh. C'est un bourbier sans nom Tu et peux ouais. souffrir tout autant, en amitié qu'en amour, hein. Ouais. Moi, j'ai d'ailleurs plus souffert en amitié qu'en amour, Mmh aujourd'hui. mh. Ouais. Mais du coup, effectivement, je trouve que, en reprenant ton point de la possessivité, par exemple, moi, il y avait ce côté-là et puis dans mon comportement, c'est là où moi j'ai développé tous mes trucs qui me bloquaient, qui m'ont bloqué en fait jusque maintenant, tu vois? Sur lesquels en fait j'ai progressivement avancé. Moi, j'étais très people pleaser donc à tout prix faire plaisir. C'est et moi, mes besoins, ça n'a aucune importance, ça n'existe pas en fait. Ouais. Donc c'était tout pour l'autre. On se donne à 100 pour l'autre, on fait tout pour l'autre. Et quand je dis tout, moi, c'est allé relativement loin. Moi, j'ai même triché à l'école pour l'autre, j'ai menti à mes parents pour l'autre. Ah ouais, non mais Moi et puis aussi, j'ai j'étais triché à maquillée l'école pour aider voilà, pour aider mais ma pour aider, meilleure amie à l'époque. Je mais lui c'est avais ça, fait les fiches de pompe, quoi, parce que même ça, ouais, elle maîtrisait pas, donc je lui avais fait voilà. pour elle. Et puis, Mmh. elle s'est fait gauler, mais comme c'était mon Ah oui, écriture. Mmh. ah ouais, 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 ça c'est embêtant ça. Mais tu vois, voilà, ça peut aller, ouais, ça peut aller loin dans l'oubli total de soi. Ce qui a fait qu'effectivement, à un moment donné, bah, quand j'avais plus ces amitiés-là qui, moi, étaient vachement tôt quand même, c'était à l'époque, même il y en avait une. C'était jusqu'à la période mi-collège à peu près, même encore un petit peu après, mais c'est un petit peu différent et une vraiment, c'était le collège. Le lycée, je savais plus qui j'étais, moi je de toute façon je croyais plus en rien, en l'amitié et cetera donc j'essayais déjà de faire juste mes affaires et d'être focus sur le travail. Mais en fait, ça m'a poursuivie parce que je savais vraiment plus qui j'étais. Vu que je donnais tout pour l'autre, que je faisais tout pour l'autre, moi ce que j'aime pas, mon rapport aux garçons, alors fallait même pas m'en parler quoi, enfin je ne sais pas, inconnu jusqu'à assez «tardivement» entre guillemets quoi et c'est que en m'éloignant géographiquement en fait, moi que j'ai à chaque fois appris à me découvrir et appris à me demander en fait: «Tu es qui quand il y a pas l'autre là? Il Mmh mh. reste quoi là?» Ouais, et c'est d'une violence je trouve, de se réveiller un matin et de se dire: «Mais en fait, sans l'autre j'existe plus quoi». ouais, ouais, c'est clair. Ça peut perturber. Enfin, tu sais, même en termes de santé mentale, quoi, c'est chaud, quoi. Ah ouais? Ouais, Hein, c'est ouais. chaud. Donc non, si vous vous reconnaissez là-dedans, enfin, prenez soin de vous, quoi. Mmh. Vraiment, prenez soin de vous. Parce que ça vient ouais, ça peut venir vraiment perturber. En plus, ça arrive super tôt. Comme tu dis, tu vois, tout à l'heure, ces trucs amicaux là, ça prend on a très vite des amis, en fait. C'est la sphère d'ailleurs relationnelle, je pense qu'on a le plus conscience, le plus vite aussi parce qu'on n'a pas «le choix» entre guillemets que d'avoir des amis. D'ailleurs, Ouais. ne pas avoir d'amis, c'est la honte, quoi, hein, quand on est très, très jeune. Ouais, c'est Donc clair. la pression! Hein, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que très jeune, quand tu imagines, tu as quand même ces jeux d'influence, tu vois, dans la cour de récré, c'est ouais, chacun a son rôle, quoi. Tu as une espèce de hiérarchie, hein. Les dominants et les dominés, quoi. Mmh. Exactement, Ouais. exactement. Moi, ça me rappelle ma stratégie première, c'était, d'être du coup du côté des dominés, des dominants, mais d'être dominée, tu vois? Mais quand même du côté des dominants. Tu vois ce Mmh que je mh. veux dire? Donc
Moi, je me souviens, celle avec laquelle j'ai eu le plus de enfin, je pense que c'était vraiment la relation, la plus toxique que j'ai pu avoir en amitié. Elle était très populaire, en fait et en fait, je m'étais rendu compte que ça n'allait pas, mais je me sentais obligée de rester parce que si je ne restais pas, elle arrivait à me faire croire que c'était fini pour moi, en fait, tu vois? Ouais, que tu allais être banni, quoi. Ouais, ouais, Hein, ouais, hein. ouais, ouais Ouais. et du coup, on arrivait à l'exclusion, la peur d'être exclu, de se retrouver seul, enfin, qui sont des peurs humaines, fondamentales, quoi donc ouais, enfin, vaste sujet, mais Ouais, ouais, on voit à quel relation, point mon Dieu, l'école, ça peut être violent aussi du coup, hein. Les c'est ça, relations, elles sont un peu, c'est cash quoi, tu vois? C'est noir ou blanc. Il y a pas trop de nuances quoi, quand tu es à cet âge-là, il y quoi. a ouais, mais c'est ça et puis en plus, tu as pas de notice, tu as rien donc tu Mmh. arrives et on tu es balancé là et puis tu jongles. Tu Mmh essaies mh. de faire un peu avec Ouais. ce que tu as, Mmh mh. mais tu as rien donc tu apprends, à la dure, en fait, hein. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour ce partage Mathilde. Du coup, ça me fait une transition puisque là, tout ce que tu évoques, ça met un peu à jour, notre vulnérabilité et je sais on a en commun d'avoir été influencés par cette lecture. Hop, Ouais. Brené Brown, Le pouvoir de la vulnérabilité, que je recommande vivement. Heu, Moi, je pense que c'est quelque chose qui a changé, ma vision, de moi-même et de comment je pouvais ou je devais me comporter en société, vraiment et à commencer par le travail. Parce qu'après dans ton couple, ça peut être plus facile que si tu es en confiance, tu vois? Tu vas plus facilement accepter de montrer tes points faibles ou tes failles ou des choses comme ça, si tu es en confiance. Hem, Mmh. mais dans le monde du travail, je l'avais jamais fait, jamais fait Mmh. et ça a été un peu le déclic et je partage des fois avec des copines ou avec des connaissances le TED Talks de Brené Brown que je mettrai en lien en description et à chaque Ouais, fois, c'est la claque, quoi. C'est waouh! ouais, la Donc claque. si tu veux nous en parler, de ce bouquin, de ce l'impact qu'il a eu sur toi et sur ta vie? Ouais, ouais. Écoute, moi, j'ai pas peur de dire qu'il a changé ma vie. En fait, moi, la découverte des recherches de Brené Brown, ça a été le: «Putain, mais je suis pas bizarre» et tu vois, cette sensation de je me suis toujours sentie en décalage, moi, en décalage dans mes relations, en décalage avec le monde et en fait, quand j'ai lu et avant de lire, forcément, j'ai découvert, du coup, son TED Talk et cetera. C'est une de mes très, 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 très proches amies aujourd'hui qui me l'a fait découvrir, en fait, c'était aux alentours de 2019, je crois. Hem, Effectivement, la grosse claque, mais surtout le: «Mais oui, mais c'est ça, mais ah!» et en mode, ah! Quelqu'un qui arrive à mettre des mots sur des trucs que je ressentais ou percevais, tu vois? Et en Ouais. mode, ah! Et le tu sais, la sensation de trouver un guide, de trouver une voix qui me parle vraiment, tu vois? Mmh Qui mh. moi, c'était ça Ouais, et c'est intéressant que toi, tu parles que c'était vachement au niveau du boulot. Moi, pour le coup, ça a révolutionné mes relations personnelles d'accord. parce que, effectivement, bah, j'étais vachement dans ce perfectionnisme, en fait. Il fallait être parfaite, quoi. Tu vois? Donc, je voulais être parfaite, la parfaite amie, la parfaite, camarade, la fille parfaite pour ses parents, la sœur parfaite, la petite fille parfaite. Enfin, vraiment, le mot parfait était là, quoi, tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Et qui, du coup, pour être parfait, dans mon système, c'était qu'il fait plaisir, qu'il s'oublie pour laisser la place à l'autre. Quand j'ai découvert Brené Brown et la notion de vulnérabilité, je me suis dit: «En fait, des trucs que tu as toujours eu envie de faire, mais qui te font flipper, là, ça te montre qu'en fait, c'est possible et que ça va te faire beaucoup, 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 beaucoup de bien». Et à contrario, tu vois, j'étais ce côté parfait-là, mais j'arrivais quand même beaucoup plus que les personnes avec qui j'étais à l'époque, donc des amis et cetera, à déjà parler des choses, bah, de mes difficultés, par exemple, Ouais. mais toujours avec beaucoup de retenue, beaucoup Mmh de mh. retenue. J'arrivais à faire parler les autres, mais alors moi, pour me faire parler, c'était très compliqué. Ah Mmh. là 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 là. Parce que ma stratégie numéro 1, moi, ça a toujours été et dès que je suis pas à l'aise d'ailleurs avec, quelqu'un ou que je suis à un endroit dans un groupe, tu vois, d'amis et tout ça, dans un groupe avec des gens que je connais pas, stratégie number 1, en plus je suis introvertie, je te fais parler, hein. Ah puis alors là, tu peux te parler toute la soirée, tu vas même pas t'en rendre compte que tu m'as rien demandé. Et pendant longtemps, ça a été une stratégie pour éviter que l'attention soit sur moi, mais c'est aussi un mécanisme, en fait, une grosse barrière que je mets pour éviter, tu vois, de rentrer dans mon intimité parce que j'ai peur que si je te dévoile ça, tu pars en courant.
Et donc du coup, en découvrant le travail de Brené Brown, je me suis dit: «Mais en fait Mathilde, fais-le parce que tu étouffes. Ouais. Tu étouffes. Tu étouffes avec l'autre, tu étouffes dans tes relations, tu tu pas à vraiment connecter». Et quand elle parle, tu vois, du fait que la vulnérabilité, c'est ce qui permet la connexion, je l'ai expérimenté et tellement expérimenté, et j'avais même expérimenté, bah, du coup, dans des fins de relations, dans des ruptures, notamment amicales, mais aussi de séduction, machin, des trucs un peu paumés là où c'est: «Ah, on est ensemble ou pas ensemble?» et des trucs où tu viens, tu dis les choses. Bah, en fait, je l'avais déjà expérimenté sans même, du coup, connaître la notion de vulnérabilité, de connexion dont parle Mmh. Brené Brown. Donc c'est pour ça que je te disais que ça avait vraiment eu l'impact de, «Mais en fait, c'est ça! Mon Ouais. Dieu, d'accord!» C'est pas juste je confronte les gens, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ose dire là ce qui se passe, là ce que je ressens, et je te mets face à ça. Et qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mmh mh. Donc ça a révolutionné ma vie au point qu'aujourd'hui dans mes coachings, en fait, c'est un outil, c'est mon outil number one. J'en fais clairement, toute ma part de communication autour de la vulnérabilité parce que vraiment je sais aujourd'hui que je l'incarne vraiment dans toutes mes relations. Tu vois, par exemple, surtout quand ça devient difficile, que là, il y a un truc où on n'est pas OK, bah, en fait, au lieu de se dire: «C'est pas si grave» ou de chercher des excuses à l'autre et cetera, ça va être de venir poser le sujet difficile sur la table. On en parle, on décortique, on regarde ensemble. Et bien sûr qu'à chaque fois, c'est inconfortable de le faire, mais à chaque fois, je ressors, je suis grandie et je suis fière et la relation a bougé, en fait, tu vois? Ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui, bah, forcément, mon programme phare, il s'appelle Courageusement vulnérable pour te dire. Donc, Ouais. clairement, moi, j'ai absorbé le sujet de la vulnérabilité et je l'ai découvert effectivement avec Brené Brown. Ouais. Et c'est super important cette notion-là et en fait, quand heu, tu prends conscience de ça, pour moi, il y a plein de choses qui en découlent. C'est une première chose, c'est accepter d'être vulnérable, c'est aussi accepter d'être imparfait et accepter son imperfection, c'est ouvrir la porte à l'amour de soi. Parce qu'au À fond. final, bien souvent, tu ne t'aimes pas ou pas assez parce que tu cherches la perfection et comme tu l'atteins pas, bah, il y a des parts de toi que limite tu détestes des fois. Tu vois? Mais Ouais, quand la façon de se parler, dire: «Mais quelle conne!» ou tu vois? Des trucs comme ça. mais C'est c'est ça, en typique fait, un bien manque évidemment. d'amour de soi, au moins Mmh. d'une partie de soi et donc accepter d'être vulnérable, c'est accepter d'être imparfait. Accepter d'être imparfait, c'est accepter de s'aimer tel qu'on est et reconnaître son unicité. Je suis unique parce que j'ai ces imperfections et que personne d'autre les a finalement. À fond, à fond. J'ai ce mélange de mes zones, voilà, de lumière et mes zones d'ombre, et ce mélange-là me rend effectivement unique, quoi. Ouais. Mais totalement. Et d'ailleurs, je pense que la première étape, en fait, c'est d'être vulnérable envers soi, quoi. Est-ce que là, je suis honnête, quoi, tu vois, envers moi-même, de me dire: «OK, bah, ça, je sais pas faire». Moi, ça m'a mis du temps, tu vois, avant de enfin, de me permettre de me dire: «Ça, je ne sais pas faire», mais sans la petite voix derrière, sans l'histoire qu'on se raconte qui est: «Bah oui, parce que tu es qu'une pauvre naze, parce que du coup, tu ne mérites pas de». C'est cette Mmh mh. partie-là, en fait, qui nous pose généralement des difficultés. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est après tu sais pas faire, mais finalement c'est pas grave parce que tu sais faire plein d'autres choses. Voilà, C'est donc ça. c'est une fois que tu as pris ce recul, tu te dis: «Mais je me suis bien pris la tête pendant des années pour pas grand-chose, quoi». Grave. Non, mais grave, 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 grave. Et puis ouais, non, enfin, moi, je ne peux qu'encourager à lire, les travaux de Brené Brown. Il y a celui-ci, moi j'ai lu aussi, non, c'est «Cessez d'être parfait, soyez vous-même». Et en ce moment, je suis en train de lire celui sur la honte, hein, «Dépasser la honte», ouais, «Dépasser la honte», il s'appelle, pour sortir de la peur du regard de l'autre, en fait. Tous les travaux autour de la honte et tout, ça moi, ça me passionne, en fait. Enfin, moi, je me dis: «Mais ça devrait être obligatoire ça en lecture, en fait, C'est clair. pour savoir comment vivre avec les gens». Hein, hein. Je sais pas. Ouais. Et toi, comment tu l'as ça m'intéresse de savoir comment tu l'as utilisé dans le cadre professionnel, du coup? Parce que c'est Ah, souvent, moi, un truc qui revient dans mes coachings, c'est: «OK Mathilde, je vois bien le délire, mais vraiment dans le monde pro, c'est un peu plus compliqué». hein. Alors moi, je l'ai utilisé de 2 façons. En fait, j'étais manager d'une équipe de 25 personnes et donc en dessous de moi, j'avais des directeurs qui eux-mêmes manageaient des gens et j'avais quelqu'un que je coachais beaucoup parce qu'elle était jeune manager et que je voyais qu'elle cherchait à être parfaite, mais parfaite même dans les relations.
tu vois? Chercher à comprendre complètement l'autre et pourquoi ceci, pourquoi cela. Elle se posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je me dis: «Ouais, elle va y laisser des plumes» parce que c'est en termes d'énergie, tu sais, déjà le management, ça te demande de l'énergie et puis quand tu es tout le temps en train de te remettre en question et chercher à tout comprendre tout le temps, c'est fatigant et donc je lui ai, en one to one, tu vois, je la voyais toutes les semaines. Je lui dis: «Tiens, je voudrais bien te faire découvrir un truc, je t'envoie le lien du TED Talks de Brené Brown et on en rediscute la semaine prochaine». Heu, Moi, c'est quelque chose qui a changé ma façon de me percevoir et puis de voir les autres et puis de voir mon rôle et j'ai bien envie d'avoir ton avis et bon, ça a été là, la Mmh. révélation. C'est-à-dire donc en fait, en tant que manager, on ne te demande pas d'être parfait. Tu peux pas tout anticiper, tu peux pas tout comprendre et tu peux pas tout savoir. Tu as le Ouais, droit de dire: ouais. «Je sais pas», tu as le droit de dire, après ce qu'on te demande, c'est de chercher à résoudre les problèmes, mais tu C'est es pas ça. censé avoir la réponse instantanément, tu vois? Donc je l'ai utilisé une première fois comme ça et dans un autre cadre, donc où moi j'étais membre du comité de direction et j'avais identifié plein de problèmes dans la boîte où j'étais et qui me commençaient vraiment à me peser et là encore, c'est une Mmh. histoire d'énergie parce que je le sentais moi, que je commençais à fatiguer, tu vois? Et c'est comme si tu portes un truc super lourd sur tes épaules. Tu as l'impression que tu es arrivé en haut, que tu peux poser ton fardeau et puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, il est de retour, quoi et il faut que tu recommences et tu vois? Et ça commençait Mmh. vraiment à me peser et où en comité de direction, du coup, j'ai fait une présentation un peu rentre dedans, tu vois? Heu, Au lieu de parler de chiffres, d'objectifs commerciaux, machin, je m'en foutais, tu vois? Je sentais qu'il y avait vraiment besoin Ouais. d'autre chose dans la boîte que de se focaliser sur les chiffres parce que si tu résous pas les problèmes à la base, de toute façon tes chiffres, ils vont être pourris et même s'ils étaient bons, bah, il n'empêche qu'il y avait une ambiance de merde et qu'il fallait faire quelque chose, quoi Ouais. et donc j'ai listé, en fait, ce que j'avais identifié comme problème et puis dire: «Bah, voilà, ce que vous voyez qui est juste un symptôme, c'est que, par exemple, vous recevez de plus en plus de mails, vous êtes en copie de tous les mails, que plus personne prend de responsabilité sur quoi que ce soit. Mais en fait, la cause, j'avais fait un espèce de cercle vicieux du truc, tu vois? La cause, c'est qu'on a déresponsabilisé les gens à force de tout contrôler, à force de tout le temps dire: «Bah non, ça, tu as pas le droit de le faire, il faut tout faire valider à X niveau, ça remonte jusqu'au CEO pour la moindre décision» et ben, on a Mmh. déresponsabilisé. Les gens se sentent pas bien dans leur job, du coup, ils veulent pas prendre de responsabilités parce qu'ils ont peur. Ils vivent avec Ouais. la peur. Je dis moi les gens de mon équipe, il y en a qui m'ont dit: «On a l'impression qu'il faut absolument qu'on ait un plan B parce que du jour au lendemain, on peut se faire virer». J'ai dit: «Et moi, j'essaye de» et c'est là où j'ai parlé de ma propre vulnérabilité. Je dis: «Moi, j'essaye de, les protéger de tout ça, donc je prends tout sur moi». Je dis: «Mais honnêtement, je sais pas combien de temps je vais tenir parce que je commence à être fatiguée de ça» et tu vois? Waouh! Pouvoir dire ce qui se passe au niveau en dessous, deux trois crans en dessous, où il y avait un taux d'absentéisme important, où on avait beaucoup de burn-out, et dire: «Attention parce que ça va remonter jusqu'au» comme dire: «Parce que ça va remonter jusqu'à moi, parce que je sens que je suis limite», bah, ça a fait réagir. C'est: «Ah ouais, Ça fait ah il faut réagir. qu'on s'en occupe». Bon après je dis pas que ça a été révolutionnaire derrière, mais au moins, moi j'avais fait ma part du job, en Mais oui, c'est alertant de ça. manière plus percutante parce que je m'étais inclus dedans. Et Ouais. heu et après, en fait, il s'est trouvé que moi, j'étais allée au bout de ce que je pouvais faire et que je sentais que ça commençait vraiment trop à peser sur mon niveau d'énergie et que je suis passée à ça du burn-out et je dis: «Non, bah, j'arrête» et quand j'ai demandé une rupture conventionnelle, je l'ai obtenue et je Mmh. pense grâce à ça, parce que j'avais, depuis le début, déjà pointé du doigt ce qui me convenait pas, j'avais Ouais. exprimé mes besoins et j'avais montré ma vulnérabilité en disant: «Mais moi, ça, je ne peux pas le faire. C'est pas aligné avec mes valeurs». Il y a un moment où je peux pas me forcer. Et tu vois, quand tu as été la vulnérabilité, c'est aussi de dire profondément ce que tu ressens en toute transparence. Bah, personne va te rentrer dedans en disant: «Ouais, tu nul, quoi». Non, c'est À on fond. te respecte, quoi. Oui, c'est ça. Ça en fait, ça donne le respect parce que tu fais quelque chose, tu renvoies à l'autre quelque chose que tu fais que l'autre n'oserait pas, en fait. C'est ça. Ah OK.
Et donc forcément, ça force le respect. Et je suis super contente que tu l'abordes. Déjà, bravo, parce que, enfin, quand même, quoi. Et tu sais, le C'est jour où pas j'ai fait anodin, cette présentation, j'ai dit à mon mari: «Écoute, possible, je me fais virer, d'ici la fin de la journée, tu m'en voudras pas de perdre mon job, mais non, non, je serais fière de toi». OK, j'y vais. J'adore, j'adore. Non, mais c'est exactement ça. C'est quand on est vulnérable, on prend un risque. Mais en fait, moi, je n'ai jamais été déçue par la suite après avoir fait preuve de vulnérabilité. Parce que c'est ce que Brené Brown nous dit, et moi je l'ai vraiment assimilé comme ça, c'est que c'est faire preuve de courage. Courage parce qu'on fait quelque chose que, justement, dans les normes de notre société actuelle, bah, c'est pas bien ou c'est pas très cool, tu vois? C'est: «Ah non, faut mieux éviter de faire ça, c'est un peu gênant de faire ça». Si tu viens, tu mets les 2 pieds dans le plat et que tu le fais, bah, tu es courageux, tu es courageuse, en fait. Mmh. Et tu es en mode: «Ah oui, OK». Et à chaque fois, en fait, moi, ça a été le cas. Tu vois, pour reprendre sur un point pro, je pense que le plus gros acte de vulnérabilité et de courage, du coup, que j'ai fait, bah, justement, c'est quand j'ai quitté mon job, en fait, là, quand j'ai fait un burn-out. Ouais. Parce que je l'ai fait, en fait, en écoutant mes tripes. Et la façon dont je l'ai fait, bah, j'ai fait une lettre de 7 pages, moi. J'ai commencé à écrire, voilà, pourquoi, en fait, j'étais pas bien. Et je l'ai écrit, mais en mettant, en fait, le côté, tu vois, pas être dans le reproche avec de la communication non violente, et cetera, pour du coup montrer par A plus B les faits. Il s'est passé ci, voilà comment vous avez réagi, voilà comment je me sens face à ça, ta 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 ta. Au début, j'écrivais et j'ai fini par faire une lettre de 7 pages et je l'ai envoyée à mon boss pour lui dire: «J'ai besoin qu'on parle, en fait». Mmh mh. Ouais. Et forcément, bah, il s'est pris 7 pages dans la gueule. C'est waouh! Il l'a pas très bien pris, hein, mais à la fin, j'étais tellement soulagée et tellement fière de moi parce que je suis repartie la tête haute. Je suis partie la tête haute. On avait eu un entretien, et cetera, qui s'était, bah, passé d'une certaine façon qui fait que moi, ça m'avait bien encadré sur le fait, effectivement, nous ne sommes plus faits pour travailler ensemble. Mais du coup, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, mais sans être dans la violence, sans être dans l'agression. Parce que c'est pas question de ça, tu vois? C'est pas effectivement de se dire: «Ouais, bah, je dis tout ce que je pense et puis après tant pis». Non, non, c'est pas Mmh. ça la vulnérabilité. Non. C'est Non, non, vraiment c'est au de contraire. C'est justement moi, dans cette présentation, je pense que j'ai rarement été aussi zen en traitant de ouais, sujets aussi profonds, risqués et puis où je jouais un peu ma peau, tu vois, sur le truc. Mais en fait, j'étais c'est ça. vraiment tellement alignée avec mon moi profond que c'était Ouais, no stress, quoi. ouais, 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 ouais. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser que justement, en fait, moi, la citation que je retiens vachement, je la sors parce que je l'ai prise sous les yeux avant qu'on démarre, qui, en fait, moi, bah, c'est ce qu'elle met, en fait, dans le préambule du pouvoir de la vulnérabilité, en reprenant, du coup, Theodore Roosevelt, l'homme dans l'arène. Enfin, on en parle de cette citation ou pas? Genre, le mérite revient à la personne qui est dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui combat vaillamment, qui porte un message et qui montre ses limites encore et encore, et qui, à la fin, qu'elle réussisse triomphalement ou qu'elle échoue, a au moins osé agir avec courage. Mmh. Ouais, c'est le truc. À chaque fois, je m'en rappelle. Dès que je dois mettre en place une action qui me fait peur, je suis terrifiée. Je me dis: «Mon Dieu, si je fais ça, il va se passer ça». Mon cerveau s'emballe. On part, allez, on est à Hollywood. On est en train de faire tous les meilleurs blockbusters qui sortiront durant l'année. Je me rappelle de ça et ça me permet toujours, en fait, de prendre des décisions, tu vois? OK, si je fais ce truc-là, ça ressemble quoi si je le fais avec vulnérabilité, avec courage? Ah OK, d'accord, et généralement, ça marche toujours. Ouais. En tout Mmh cas mh. pour moi, je pense. Ouais. Ouais, après tu as aussi, je trouve quand tu t'exprimes comme ça avec ta vulnérabilité, vraiment j'ai eu toujours la sensation du devoir accompli. C'est ma mission Ouais. est accomplie. Quoi qu'il se passe Ouais, derrière, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, à tu vois? fond, à Et ça fond, te permet à aussi fond. d'arrêter de te mettre la pression pour des trucs que tu contrôles pas. C'est-à-dire moi, je suis allée C'est au ça, bout de ce que je pouvais contrôler, quoi, et de ce qui était sous ma ouais. responsabilité. Je peux pas faire plus. J'ai fait Le ma reste, part. voilà. J'ai fait ma part, j'étais alignée, j'en ressors, je suis digne et je suis bien avec moi-même, quoi. C'est quoi que quel que soit le résultat, effectivement, c'est dans tous les cas, c'est bon. J'ai fait ma part, effectivement. Ouais, 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 pareil. Ouais, c'est top. Donc bon, on Non, invite mais tout le monde à ouais, à le lire le bouquin ou au moins à regarder le TED ouais, Talk, c'est un bon début et encore une fois, je remettrai les liens en description pour le TED et les c'est différents ça. bouquins. Mais c'est,
ouais, on reste pas indifférent à la lecture de ce genre de choses, quoi. Ça fait vraiment Ouais, réfléchir et je pense qu'on gagnerait à tous accepter cette part de vulnérabilité parce que les relations humaines seraient quand même beaucoup plus simples. c'est ça et puis pour toutes les personnes qui pensent que c'est de la faiblesse, encore une fois, c'est l'inverse parce que, bah, c'est vrai que souvent on associe quand même vulnérabilité à, c'est être un petit agneau sans défense, faible, face au grand méchant loup. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas d'exposer non plus sur la place publique, tout ce qu'on ressent et toutes nos difficultés. Moi, j'aime bien dire que c'est aussi on choisit les gens à qui, du coup, on montre ça parce que c'est un cadeau. Mmh. Quand je te montre, du coup, mes parts d'imperfection, mes pardons, les trucs où je suis pas machin, c'est, du coup, un cadeau que je te fais. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je disais en couple, tu peux le faire si tu es vraiment en confiance, bah, Ouais, tu vas plus facilement le faire et finalement, ça peut être un signe aussi de la santé de ton couple. Si tu arrives pas à faire ça, à montrer quelles sont tes vulnérabilités, c'est peut-être que tu es pas assez en confiance dans ton couple et il y a peut-être d'autres questions à se poser, quoi. c'est ça, une peur du jugement, une peur du Mmh. rejet, une peur de Ou de se voilà, faire passer jamais manipuler ou tu vois? Mmh. totalement et c'est un chemin. Franchement, c'est un chemin, hein. C'est ça prend du temps et tout, tu vois? Moi, dans le couple, par exemple, ça m'a mis un moment avant de en fait, parce que derrière, moi, j'avais un soi fort aussi très puissant, donc forcément, le soi fort, on montre rien, rien ne se passe et de toute façon, on prend sur nous, ça va bien se passer. À la réponse: «Ça va», oui, ça va Ouais. toujours. Et du coup, tu nourris un truc là envers les gens de: «Bah non, mais elle, ça va toujours». Mmh. Même si c'est diffi elle va s'en sortir, mais des fois, tu es pas bien. Du coup, tu arrives même plus à accéder à ça et quand on a ce truc-là, moi, je le premier conseil que je peux donner, c'est d'apprendre à sur un petit truc, commencer à dire. Juste commencer à exprimer un ressenti, un truc où on n'est pas sûr de nous, en fait. Ouais. Puis ça montre l'exemple aux autres aussi, je trouve, dans les relations. Ça Mmh. inspire, en fait. Ouais. Ouais, moi, tu vois, j'ai commencé mais j'ai eu la chance d'avoir plein de formations dans ma carrière professionnelle et du coup, ça m'a vraiment transformée par rapport à ce que je te disais, qui j'étais quand j'avais 20 ans. Moi aussi, je suis timide, introvertie, machin, donc forcément exprimer des choses très profondes, c'était pas mon point fort. Heu Mmh. et tu vois, il y a des formations communication, PNL ou des choses comme ça qui m'ont quand même donné des outils aussi pour apprendre à exprimer ce que je ressentais et du Ouais, coup, éviter d'être toujours dans l'excès, ben, tu dois connaître ça, l'excès de l'introverti, c'est: «Je dis rien, je dis rien, je dis rien» et puis à un moment, mmh, pouah, j'explose. c'est ça, Donc c'est c'est après tu ça, as 2 options, personne c'est ne soit la comprend. colère, soit la dépression. Alors moi, c'était la grosse colère et puis les Ouais, gens autour de toi, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se ouais. passe? Genre: «Ouais, tu as Qu'est-ce qui se pété un Mais câble». pourquoi tu as rien dit? Mais Sauf tu as qu'en pété fait, un ça fait câble. des mois que tu as la Essaye. cocotte minute qui se met sous pression, quoi. Mmh. À fond, à fond, à fond. Hein, hein. Donc ouais, c'est un chemin comme tu dis. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain, mais des fois, il y a besoin d'un petit déclic et ce petit déclic, ça peut être, Brené Brown, ça peut être, notre discussion d'aujourd'hui, j'espère. Grave, Ça grave, on serait trop espère beau. grave. Faut trop que vous nous le disiez si ça vous crée des déclics. Ouais, ça serait excellent et heu et du coup, heu, il y a un lien, je pense que tu l'as fait déjà dans la discussion entre, la vulnérabilité et le perfectionnisme. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? bah, j'en pense que justement ce qui empêche la vulnérabilité, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'en cherchant à vouloir être parfait, en fait, je me crée du coup une carapace, je me crée un masque, sur lequel reposent plein de choses, dans lequel moi-même je peux me confondre. J'oublie en fait que je suis quelqu'un d'autre au-delà de ce masque-là et donc j'en arrive à faire semblant, à jouer un rôle. Et le problème du perfectionnisme, et c'est vraiment une perfectionniste qui le dit, et d'ailleurs, je fais partie de ces gens. Bah, vaut mieux pas me dire, vaut mieux fait que parfait, parce que je te regarde mal. Donc, clairement, moi, j'aime pas ce truc de oui, mieux fait que parfait. Non, des fois, vaut mieux ne rien faire si c'est pour faire de la merde. Mais Ouais, bon, c'est un je autre suis débat. assez d'accord, mais après bon, ça dépend du contexte, on va dire. Voilà, ça dépend du contexte. Mais dans les relations, parce que moi, c'est vrai que je l'associe beaucoup à dans les relations, le perfectionnisme tue. Mmh mh. Il empêche la connexion avec les gens, en fait. J'aime bien dire, souvent, comment est-ce qu'on se sent face à une personne qui a l'air toujours nickel? Tout a l'air toujours nickel, elle a l'air de toujours tout gérer parfaitement bien, tout est hyper bien chiadé, il y a rien, il y a pas un truc qui dépasse. Est-ce que face à cette personne où elle semble gérer tout et n'avoir aucune difficulté dans sa vie,
est-ce que ça nous donne envie à nous, du coup, de nous confier, de Non, montrer quand j'ai ça va, envie de quand ça dire va pas? limite et je vais utiliser un gros mot, désolé, tu te sens comme une merde, quoi. Oui, tu te sens comme une grosse merde. Hein, Ah mais hein. totalement, Ouais. tu te sens pas bien du tout. Mmh, Donc ça montre bien qu'on va pas chercher à connecter avec cette personne-là. mmh, Par contre, si à côté de ça, je suis avec quelqu'un qui, bah, ouais, ça va super et fait des choses et cetera et arrive à gérer certaines choses, mais aussi me parle des moments où c'est plus difficile, bah, en fait, quand on parle de ça, ça crée de la connexion ouais. avec l'autre. Ça crée un: «Ah mais toi aussi!» et c'est pour ça qu'on est en relation avec des gens, c'est pour se sentir moins seul, pour se Mmh, dire: «Ah mais toi aussi tu vis ça» et c'est quand il y a ce truc-là que là, du coup, on arrive à connecter vraiment. Donc le perfectionnisme, il a sa place dans quelques endroits, mais pas dans les relations, en fait. ouais. Et tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de faire le lien entre les 2, c'est que pour le coup, apprendre à lâcher cette part-là, Mmh au mh. moins dans ce domaine-là. Si tu veux être un peu perfectionniste au boulot, quand tu fais tes to-do, pas de problème, vas-y, vas-y. Mais avec l'autre, tu es en train de mettre une barrière et de t'empêcher vraiment de créer des liens forts, des liens qui peuvent te permettre d'avoir des relations aussi durables, des liens où, chacun a sa place aussi dans la relation. Et et où tu peux juste te sentir, bien, quoi. Enfin, tu te sens en confiance comme tu disais tout à l'heure, si tu sais que quand ça va pas, tu es pas obligé, en fait, de prendre ta carte de madame parfaite quand même et d'essayer toujours de: «Ça va pas? Oui, mais quand même, là, j'ai quand même réussi. Ah non, non, non» et tu peux quand même partager: «Écoute, là, non, ça va pas trop. Est-ce qu'on peut en parler? Juste, j'ai besoin de me plaindre, quoi. J'ai juste Mmh besoin mh. d'être plainte, d'être Ouais. écoutée». Mmh. Bah, là, tout de suite, ça crée une connexion, en fait, avec l'autre, quoi. Et après je trouve, tu me diras si tu partages cet avis-là, mais en tout cas, moi, il me semble dans ma vie amoureuse, heu, souvent ce qui m'a fait craquer pour un mec, c'est plutôt, sa part de vulnérabilité. Tu vois, le Ouais, côté, mec parfait, machin, nin nin, ça me fait pas rêver et par contre, dès que ouais. tu vois une petite faille, mais tu sais, des trucs à la con, mais du genre, le mec qui pleure, devant un film ou quoi, ah bah là, ça Ouais! me touche trop, quoi. Ouais, 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 à fond. Pareil que toi aussi, et plus en plus j'avance dans le temps et moins en fait, ce côté, hyper parfait, machin, qui gère tout, ça m'exaspère parce qu'en fait, moi, je me dis: «Tu es en train de te raconter une histoire», Mmh mh. je me dis: «Bah, toi, ça va te péter à la gueule». C'est ça va faire mal. À un certain moment, ça va faire mal. Mais comme toi, effectivement, quand il y a cette part de sensibilité qui est là, montre que là, ça te touche, ouais, bah, là, moi aussi, je craque, quoi. Clairement, Mmh mh. clairement, clairement. Ouais, ouais, ouais. Voir l'émotion, enfin, les hommes, si vous êtes là, que vous nous écoutez, enfin, osez montrer cette sensibilité qui est là, quoi. Parce qu'elle est là, en fait, hein. Faut arrêter de faire genre elle n'existe pas, hein. Vous avez des émotions comme tout le monde, hein. C'est ça et c'est pas forcément une part féminine, hein, c'est juste une part Oui! humaine. Oh! Oh mon Dieu, j'en peux C'est plus de genre ce truc-là. la Oh, ma part sensibilité féminine, mais féminine. non! Oh mon Dieu! Les préjugés ont la vie dure, les préjugés ont la vie si dure. Donc non, c'est juste une part humaine, en fait. Vous êtes juste un être humain comme tout le monde, donc voilà. Bienvenue. Ouais, grave, bienvenue. Il était temps. Excellent. Mathilde, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui qui se sent vraiment le devoir d'être, invulnérable, de tout gérer, Mmh. d'être parfait, d'avoir zéro faille? Par quoi Ouais, tu commencerais? ouais, ouais. Déjà, j'aurais juste envie de dire à cette personne que, c'est OK et que je compatis. Parce qu'en réalité, on sait très bien que quand on est dans ce truc-là, on a beaucoup de souffrance aussi. Parce que c'est lourd. C'est lourd d'être cette personne zéro faille où tout est parfait et cetera. Moi, je le vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne où, tu vois, moi, les nanas que j'aide, c'est des nanas qui disent: «Oui, oui, avec plaisir», alors qu'au fond, elles pensent: «Non mais fous-moi la paix, quoi». Et en fait, avec ce oui, oui, avec plaisir qui vient, avec vraiment ce côté, voilà, je veux être, sans faille, c'est moi qui gère tout à la maison, c'est moi qui machin, c'est grâce à moi que ça tient et cetera. C'est fatigant, c'est épuisant, on n'en peut juste plus. Donc déjà, j'ai envie d'apporter un max d'amour aux personnes qui se reconnaissent là-dedans. Et le premier petit conseil que j'aurais à donner, c'est, encore une fois, on n'est pas obligé de tout avouer, de tout donner sur la place publique. Déjà de soi envers soi, de s'autoriser à se dire quand ça ne va pas, quand c'est plus difficile. Déjà, si vous arrivez à vous rendre compte quand là, c'est plus difficile et à ne pas vous juger parce que c'est difficile et à vous dire: «Bah, j'ai fait comme j'ai pu», c'est déjà jackpot. Ouais. C'est déjà le jackpot.
Après, il y a des étapes pour aller plus loin, et cetera. Mais pour moi, le premier conseil, il est là, tu vois? C'est déjà, prenez conscience juste de ce que vous ressentez au quotidien et quand ça devient dur, de vous dire: «Ouais, c'est super dur en ce moment, j'ai fait ce que j'ai pu» et l'étape d'après, c'est de trouver une personne, juste une, à laquelle vous pouvez demander de l'aide et d'essayer. Essayez de demander de l'aide une fois. Mmh. Vous verrez le retour, Ouais. vous verrez le retour. Les gens vous diront jamais: «Bah alors, comment ça tu as besoin d'aide? Bah, du coup, tu es vraiment une grosse naze, quoi, tu arrives plus à tout gérer, machin, Personne va se moquer de vous, hein. Au contraire, surtout si c'est quelqu'un qui vous aime. Cette personne, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez lui faire de pouvoir vous aider. Mmh. Donc, autorisez l'autre à vous aider, à être cette personne pour vous, cette personne que vous êtes pour tout le monde, en fait. Ouais. Tu as raison, demander de l'aide, c'est déjà accepter sa vulnérabilité et À ça peut fond, être super dur. Ça peut être c'est super super dur. Ouais, ouais. ouais, ouais, à fond. Donc Donc voilà, on vous encourage. Osez demander de l'aide. Ça fait c'est juste du ça. bien, quoi. C'est ça et Mmh. personne ne meurt, hein. Vraiment, Mmh. le monde ne s'effondre pas. Vous arriverez quand même à tout gérer plein de choses, mais c'est sur un truc, vous osez demander de l'aide, vous allez juste vous rendre compte de ce petit poids en moins qui commence un peu et vous allez vous dire vous allez y prendre goût. Mmh. Vous dire: «Ah oui, finalement quand je demande de l'aide, ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut pas dire que je suis plus capable de faire les choses, ça veut pas dire que en fait, je devrais demander de l'aide, à jamais, ça veut pas dire que je vais me faire juger, rejeter, abandonner». Enfin non, en fait. Ça veut juste dire que vous allez être humaine et que vous allez laisser les gens, bah, vous aimer encore plus, comme vous êtes vraiment. Magnifique. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Cécile. J'ai une dernière petite question, mais avant, je voudrais qu'on dise aux personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, s'ils veulent te contacter, s'ils veulent travailler avec toi, parce que je pense que ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça va résonner avec pas mal de monde. Donc, où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux? Comment on prend contact avec toi? Ouais, complètement. Alors du coup, on peut me retrouver principalement sur Instagram, donc c'est @mathilde-coach de vie, où je suis présente quotidiennement et du coup, bah, les messages privés, c'est la meilleure des façons pour rentrer, en contact. Donc, vraiment à ne pas hésiter et puis ouais, à créer une discussion autour de là. Et maintenant, pour les personnes qui ont envie juste d'aller un peu plus loin sur le sujet des relations, parce que c'est vraiment moi mon cheval de bataille et j'en fais ma mission. J'en fais ma mission. Il est temps d'arrêter de faire semblant avec les gens. Il est temps d'enfin en fait oser être soi là et d'arrêter de mettre ce masque lisse qui en fait nous pourrit la vie, vraiment. Et du coup, j'ai créé une masterclass totalement offerte en fait, qui est les 5 erreurs du coup qui détruisent nos relations personnelles, donc sentimentales, amicales, familiales, et dont on a envie de se débarrasser, quoi, parce qu'en fait, ça les détruit. Donc Super. voilà, ça pourrait être ça. OK. Bah, je mettrai les liens en description aussi pour que ça soit plus facile. Bah, écoute, je savais même pas que tu avais fait cette masterclass, mais je vais aller la regarder. Trop bien. Tu me Ça diras ce ça que me tu en as branche pensé. vraiment d'avoir, Ouais et du coup, dans la masterclass, j'ai créé aussi un outil, en fait, vraiment spécifique. C'est un outil que j'offre, du coup, dans mes coachings individuels, privés, qui est l'inventaire des relations 360°. C'est la s'autoriser à faire une photographie. OK, aujourd'hui, comment je me sens dans chaque domaine relationnel? Et d'oser mettre des mots parce qu'une fois que j'ai mis des mots, c'est là où je peux commencer à activer un changement. Et voilà quoi, j'arrête de me raconter des histoires. Je fais preuve un petit peu d'honnêteté, mais en douceur, encore une fois, en douceur. On n'est pas là pour se rendre compte, mon Dieu, je suis pas du tout à ma place, pas du tout. Mais du coup, dans la masterclass, c'est un cadeau bonus qui est en plus. super et c'est vrai que l'introspection, parce que peut-être que ça vaut le coup de le redire parce que, hem, peut-être que les gens vont s'en faire tout un monde, c'est pas forcément violent, quoi. Nous, on a parlé de Oui, prise de conscience, de changement, ça a changé ma vie et cetera. Le changement, il est pas forcément violent. C'est quelque chose qui peut être juste très doux ou du genre une révélation, mais hyper ouais, agréable quoi, dire: «Mais bon sang, mais c'est ça» et d'un coup tout devient plus simple quoi. c'est Donc voilà, c'est ça. pas forcément quelque chose où on va souffrir quoi. Ouais, non, mais tu fais bien de le dire, effectivement, parce que dans nos domaines un peu de développement personnel, et cetera, on associe vachement l'introspection à je vais découvrir des trucs que je n'ai jamais su. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, non, tu vas rien découvrir, que des trucs que tu as jamais su, des trucs que tu as toujours su, mais que tu avais pas vu de cette façon-là. Mmh mh. Ouais, Et là, ils vont juste réapparaître. Et ça va venir te confirmer des trucs qui étaient déjà là, mais au fond, en fait. ouais. Donc, il y a pas de machin,
mais c'est un moyen pour te permettre justement de mettre des mots, encore une fois aussi, sur ce que tu ressens. Mais totalement d'accord avec toi. Le changement peut être doux, en fait. N'allons pas Et activer notre cerveau en mode: «Mon Dieu, peur du changement, ça y est, c'est ouais. fini, je change de vie», non, Non, et non. puis à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas tellement quelque chose de cérébral, c'est pas quelque chose de cortical, quoi. Ouais, C'est du ressenti. à fond. C'est écouter qui on est vraiment au fond de soi. Enfin, c'est un peu mon fil conducteur, j'en parle beaucoup dans ces interviews, mais c'est aussi arriver à suivre l'élan du cœur. C'est: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'offrir au monde?» Et en fait, quand tu te connectes à ça, ben, soit tu commences par l'introspection et tu vas aller, comprendre ce qui t'a gêné jusqu'à présent, ce qui te bouffe ton énergie au quotidien, soit tu te connectes à l'élan du cœur et là, ben, en fait, une fois que tu as envie, que tu as découvert ce que tu avais envie d'offrir au monde, bah, tu découvres aussi qui tu es beaucoup plus facilement. À fond, à fond, à fond. Non, mais vraiment, là, si on vous a pas redonné un goût pour, l'introspection, on sait plus quoi faire, hein, franchement. Donc allez-y, osez et ouais, c'est que de belles découvertes au final. Ouais, ouais. Et bon, il y a rien de meilleur que de se sentir aligné avec ce qu'on fait et on pour reboucler avec ce qu'on disait au départ, bah, non, le travail est pas forcément pénible. C'est pas forcément des efforts monstrueux, c'est pas forcément des contraintes parce que quand tu es aligné avec ce que tu fais, que tu as vraiment l'impression de transmettre ce que tu as à transmettre, c'est juste, je bah, en fait, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi. Ouais, c'est ça et je pense que, tu vois, il y a plein de gens qui on le voit mentalement, tu vois? Ça: «Ah ouais, ouais, j'imagine à quoi ça peut ressembler», mais en fait, tant qu'on ne le vit pas, on peut pas se rendre compte, en fait. C'est pour ça que même si là, vous avez peut-être l'impression, je dis vous, mais ça a été mon cas et ton cas aussi si pendant un moment, mais où tu te dis: «Non mais là, je suis quand même bien. Oui, c'est pas confortable, mais quand même». On a une sorte de faux confort, mais en fait, on se rend compte à quel point finalement la situation dans laquelle on est inconfortable, seulement quand justement on vient trouver du coup cet alignement-là en fait qui, Ouais, c'est là où on se dit: «Oh, mais c'est tellement mieux en fait comme ça, finalement». ouais et un indice, d'après moi et tu me diras ce que tu en penses, c'est ton niveau d'énergie. Je veux dire, moi, Mmh. pendant, toute une partie de ma carrière, j'ai toujours été super motivée parce qu'encore une fois, j'étais portée par cette idée de performance, de me développer, Mmh. de me fixer des objectifs, de me challenger et cetera et donc j'avais je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais en fait, mon niveau énergétique, c'était comme ça et tu vois? Et Mmh. pendant les vacances, c'était d'un coup, j'étais vidée. J'avais Ouais. tout donné. Tu sais, comme, tu fais un marathon, mais sauf que Ouais. tu tu es parti sur le rythme, du 400 Oui. mètres, dommage pour toi et tu arrives, tu passes la ligne et pouah et tu tombes quoi, tu vois? J'ai un peu fait C'est ça ça. toute ma vie et au final, je pense que c'était un signe que, j'allais un peu à l'encontre de qui j'étais vraiment. C'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup forcée, heu, Ouais. plus après des contraintes, mais là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais des choses que je travaille moi avec mes clients en neurologie fonctionnelle, c'est Mmh. des contraintes que tu as qui t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel et une fois que tu as commencé à adresser ça, tu as accès à plus d'énergie parce que tu en dépenses moins inutilement. Mais bon, voilà, petite parenthèse. Mmh. Mais tu vois, aujourd'hui où je me sens vraiment alignée, où je fais des choses qui me correspondent vraiment, j'ai l'impression que mon niveau d'énergie, certes, il varie, mais tu as pas ces grosses Ouais, chutes là où, ouais. tu te On prends le fait mur, quoi. exploser, oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. mmh. Totalement d'accord avec toi, totalement. Donc ça peut être Génial. un indice pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus factuel pour dire: «Ben, ça va ou ça va pas chez moi?» Oui, c'est ça, ouais, l'énergie. Non, mais carrément. Mmh, Mmh mh. mmh mh. Et puis après d'être à l'écoute de ce qui nous recharge en énergie aussi. On parlait d'introversion, ben, oui, moi je suis introvertie, je sais que j'ai besoin de moments où je suis seule avec moi-même parce que c'est ça qui me recharge. Et quand tu es extraverti, tu as besoin d'avoir du monde, bah, il faut se les organiser ces moments-là où on Mais c'est recharge les ça, batteries, quoi. c'est ça, c'est ça et ouais, tu vois, par exemple, si on est introverti, qu'en ce moment, on a l'impression que toute interaction est une agression, c'est un signe. Mmh. Peut-être que là, en fait, c'est plus suffisant et puis, Ouais. en fait, on a dépensé beaucoup trop d'énergie. Mmh mh. Sur ce, je te pose ma dernière question, la petite question Yes. subsidiaire pour Wouhou! conclure. Donc, je pense que les gens auront compris en quoi tu m'inspires. Moi, je trouve fabuleux que tu aies fait cette démarche,
à ton âge, et il n'y a rien de péjoratif dans le fait Ah non, de parler mais d'âge, hein, c'est plus que maintenant je suis plutôt fière, hein. Au début, j'étais gênée et tout, je me dis: «Mon Dieu», une des premières croyances limitantes que j'ai dû débloquer, moi, c'est: «Mais qui suis-je pour oser parler de ces sujets-là à mon ouais, âge?» Donc aujourd'hui, c'est plus du tout un problème, t'inquiète pas. moi je trouve que c'est génial et que c'est une chance d'avoir eu cette prise de conscience, suffisamment tôt parce que quand tu vois tout ce qui te reste à faire, bah, c'est fabuleux. Bah, tu as 20 ans d'avance sur moi donc bravo, j'adore et et puis voilà, c'est moi je trouve toujours agréable d'avoir des personnes que tu sens qui sont des personnes vraies et ça passe par le fait d'accepter sa vulnérabilité, son imperfection, on l'appelle comme on veut et Mmh. donc voilà pourquoi tu m'inspires. Mais toi, qu'est-ce qui t'inspire? Alors peut-être à part Brené Brown parce que là, on avait tous Ah bon? compris. Est-ce que tu Oui, as oui, oui, quelqu'un oui. d'autre ou quelque chose d'autre qui t'inspire? Ouais, ouais. J'ai 2 choses. La deuxième personne qui, en fait, a toujours été la première qui m'a toujours inspirée, c'est ma mère. J'ai une relation très, très complice avec ma mère et je me souviens même que, dans les justement dans certains exercices de dev perso, que j'ai pu faire et tout, même à l'époque, plus jeune, encore à l'école, hem, ma héroïne, ça a toujours été ma maman et donc Excellent. du coup, ça a toujours été mon pilier. C'est mon pilier. Si je commence machin, je sais que je reviens ici et à chaque fois, ça va me remettre, tu vois, correctement. Ouais, Donc ma maman, ça, il y a pas de top. doute. Eh ben, on lui fait de gros bisous à ta maman. Grave, grave. Dédicace, dédicace pour la madré parce que vraiment, vraiment, bref, une femme incroyable. Mmh, Et la deuxième chose qui m'inspire, c'est plus un état d'esprit. C'est de me dire: «On n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de se prendre la tête. On n'a pas le temps de faire semblant. On n'a pas le temps de jouer un rôle. La vie est bien trop courte. Faut qu'on ose. Faut qu'on ose être soi-même, en fait, parce que personne ne pourra le faire à notre place et puis on a une urgence à vivre vraiment, quoi. À vivre ce pourquoi on est là et à ne plus laisser passer, en fait, les opportunités parce qu'il y a de la peur, parce qu'on se dit ceci, parce qu'il y a des croyances et vraiment, j'ai envie de laisser ça comme message de on a une urgence à vivre, hein, et on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps d'attendre que les autres nous donnent l'autorisation. On n'a pas le temps d'attendre que the opportunité se présente. Non, allons la chercher maintenant. Faut y croire maintenant parce que sinon, en fait, la vie nous passe devant, puis un jour on se réveille et puis en fait on a que des regrets. Et moi mmh, ça c'est un truc qui m'inspire de me dire: «Je veux pas avoir de regrets quand ouais, je serai plus âgée». mmh, ouais, très belle philosophie. C'est, de pas subir Partage, sa vie, mais de la construire, quoi. Mmh, c'est ça, c'est ça, mmh, c'est ça. ouais, Ouais. excellent. Eh ben, on va finir sur ces jolis mots, et j'espère que ça aura inspiré, beaucoup de monde parce que c'est vraiment un état d'esprit. Ça demande un peu d'effort peut-être de se mettre dedans, mais honnêtement, le bénéfice est tellement énorme que ça vaut le coup. Ça On vaut le n'arrive coup, même pas à s'en rendre compte, ouais, de ce bénéfice-là. c'est clair. Merci Un beaucoup grand Mathilde. merci. Mmh. Écoute, je te souhaite de passer, un bel été. Alors, quand on publiera cette interview, l'été sera peut-être fini, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit en début, tu es un rayon de soleil, donc tu vas ramener l'été dans C'est les ça, ordinateurs ou les c'est téléphones ça. de gens qui vont regarder cet entretien et ça, c'est génial. J'adore, j'adore. Un grand merci Cécile, c'était un bonheur d'être là avec toi. J'ai adoré notre discussion, super intéressante, qui aussi fait réfléchir, donc c'était une grande, grande joie. Merci beaucoup. Eh ben, on aura peut-être d'autres occasions. J'ai des choses en tête, je t'en parlerai. De toute façon, nous, on Il se y a revoit pas de bientôt problème. parce que moi, j'ai la chance d'être coachée par Mathilde. Grave, j'ai trop hâte. À très Merci bientôt. Cécile, à Belle journée à bientôt. toi. Bye. Bye.